Bonjour. Merci bien de vous avoir connecté à cette webinaire. On va attendre jusqu'un peu à que des autres personnes se connectent aussi et on commencera dans 2 minutes. Merci beaucoup. S'il vous plaît, si vous avez un problème avec les sons ou vous ne pouvez pas entendre bien, faites-nous savoir avec la fonction de chat ou la fonction de question du webinaire. Non, on va alors commencer. Bonjour et bienvenue. Merci de participer à ce webinaire. Je m'appelle Lucia Madrid. Je suis directrice adjointe de politique du secrétariat Art chez Winrock International. Nous sommes ravis qu'autant de personnes aient pu se joindre à nous aujourd'hui et nous sommes contents de partager des informations sur notre programme et ses exigences. Avant de commencer, j'aimerais aborder certains aspects logistiques du webinaire. Nous répondrons aux questions à la fin de chaque section. Cependant, vous êtes invités à soumettre vos questions à tout moment en utilisant la fonction de chat en bas de l'écran du webinaire. Veuillez taper votre question et la soumettre. Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les questions pendant le webinaire, mais nous voulons également nous assurer que nous couvrons l'ensemble de la matière. Si nous n'avons pas le temps de répondre à vos questions en direct aujourd'hui, nous vous contacterons après le webinaire. Ce webinaire est enregistré et sera publié sur le site web de l'ART. L'objectif principal de ce webinaire est de fournir un aperçu des exigences de sauvegarde dans le cadre de TRIS. Nous avons divisé la présentation en 3 sections. La première passera en revue les informations générales sur l'architecture pour les transactions RED+, ART, et notre standard, la norme d'excellence environnementale RED+, TRIS. La section suivante se penchera plus en profondeur sur les exigences de sauvegarde, y compris une discussion sur chacun des thèmes de sauvegarde et des types d'indicateurs. Cette section abordera également des exemples et nos exigences en matière de rapport. Enfin, nous examinerons le processus de validation et de vérification des sauvegardes, car il s'agit d'une étape essentielle du processus ART. Comme je l'ai mentionné, nous allons d'abord commencer par une présentation de l'ART et de notre norme TRIS. Comme vous savez, les capitaux privés circulent sur le marché et ces dernières ont besoin d'être normalisées pour que les crédits RED+ soient comparables entre les juridictions et fongibles avec les réductions d'émissions d'autres secteurs. Et pour attirer des capitaux privés à grande échelle, les participants au marché doivent avoir confiance dans l'intégrité des résultats. En un mot, c'est la raison pour laquelle nous avons créé ART. Fournir la confiance nécessaire dans l'intégrité des réductions d'émissions forestières,
afin de débloquer de nouveaux investissements à grande échelle pour protéger et restaurer les forêts, en récompensant les pays qui obtiennent ces résultats. Mais pourquoi nous sommes nous concentrer sur les juridictions? Il est de plus en plus reconnu que les solutions fondées sur la nature, et notamment les forêts, jouent un rôle essentiel dans notre capacité à lutter contre le changement climatique. Les menaces qui présentent sur la conservation des forêts continuent d'exister et même de croître dans certaines régions. Pour relever ces défis, pour être en mesure d'inverser la perte dramatique des forêts à laquelle nous assistons et pour véritablement exploiter le potentiel climatique des forêts, il est nécessaire d'augmenter l'échelle des actions de protection. Cela signifie que nous avons besoin que les gouvernements, les entreprises, les communautés et toutes les parties prenantes concernées s'engagent dans un effort coordonné pour réduire la déforestation et la dégradation des forêts. Il existe souvent un dialogue peu utile suggérant que les activités au niveau des projets ou au niveau local et les programmes juridictionnels visant à réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts ne peuvent ou ne doivent pas coexister. En fait, nous pensons que c'est le contraire qui est vrai. La combinaison d'approches à différents niveaux permet d'atteindre des résultats plus ambitieux et durables qui ne pourraient être obtenus en se concentrant sur une seule échelle. Chaque niveau a ses propres contributions importantes. Par exemple, il y a certaines actions que seul le gouvernement peut prendre et qui renforcent et permettent les efforts de toutes les parties prenantes pour protéger les forêts. Il s'agit notamment de réglementer l'utilisation des terres, de renforcer l'application de la loi et de contrôler les activités illégales. Aussi, de reconnaître les droits fonciers autochtones ou de mettre en œuvre des politiques fiscales vertes dans le secteur foncier. Les efforts à plus petite échelle permettent de mener des actions localisées pour s'attaquer à des facteurs spécifiques de déforestation et offrent souvent des possibilités importantes d'engagement et de renforcement des communautés locales. Le programme RED+ juridictionnel fournit une incitation et un cadre pour coordonner ces efforts et encourager les activités qui n'auraient pas la capacité de devenir des projets autonomes, soit par manque d'investissement, soit en raison de leur taille, de leur capacité ou des coûts de transaction. Un programme régional peut également réduire les coûts globaux encourus par rapport à la documentation et à la vérification de multiples projets individuels. Ainsi, davantage de revenus peuvent être versés aux parties prenantes plutôt que d'être absorbés par les frais généraux. Et bien sûr, les efforts de réduction des émissions sont plus durables et plus soutenables lorsque les communautés forestières sont inclusées et récompensées par des moyens de subsistance améliorés. La conception d'un programme RED+ à grande échelle permet également de produire des crédits RED+ de haute qualité, répondant aussi aux nombreuses préoccupations du marché concernant les crédits de projet, tels que les fuites et la permanence, et offrant aussi des incitations supplémentaires aux investisseurs et aux acheteurs de crédits carbone. On nous demande souvent qui fait quoi sur le marché du carbone. Comme je l'ai mentionné précédemment, ART signifie Architecture for RED+ Transactions. Notre programme est un programme autonome, indépendant des gouvernements, des pays donateurs, des entreprises ou d'autres acheteurs. Et nous avons des procédures standardisées pour tous les participants. Notre standard
trees définit les exigences et les procédures pour certifier les réductions et les absorptions d'émissions des programmes REDD+ juridictionnels. ART est cependant plus qu'une simple norme. Nous avons également un programme global qui comprend des éléments tels que le secrétariat ART, composé d'un personnel très compétent, notre conseil d'administration indépendant, composé d'experts reconnus et très impliqués, et le registre ART et les standard trees. Au sein du marché du carbone, le secrétariat ART est chargé de l'exploitation et de la maintenance du programme. Chaque participant élabore et soumet une documentation décrivant ce programme REDD+, et la manière dont il répond aux exigences de TRIS. Chaque participante choisit également un organisme de validation et vérification pour vérifier de manière indépendante la conformité avec le standard. Le rapport de validation et de vérification est examiné par le conseil d'administration et une fois qu'il est approuvé, ART délivre des crédits carbone aux participants qui sont suivis dans le registre VART. Une fois émis, les crédits peuvent être transférés à d'autres entités qui souhaitent les acquérir et ils peuvent également être retirés ou annulés. Ce qui signifie que ces crédits ne seront plus disponibles pour être transférés ou utilisés par une entité quelconque. La dernière partie prenante du marché du carbone est la demande. Il existe de nombreux acheteurs possibles des crédits TRIS. Il peut s'agir des pays, d'entreprises individuelles ou d'entités comme Emergent qui facilitent les transactions pour des groupes d'entreprises et des gouvernements comme la coalition LEAF. ART n'est pas impliqué dans les transactions ou la négociation des termes des accords de paiement de réduction d'émissions. Tous les participants sont libres de vendre leurs crédits à l'acheteur de leur choix ou peuvent également développer d'autres types de négociations comme la réception de paiements pour des résultats sans transfert de crédit à un autre pays ou entité. Pour les raisons expliquées précédemment, ART a été créé pour se concentrer sur les programmes REDD+, nationaux et infranationaux. Une exigence clé des TRIS est que les participants doivent être un gouvernement national ou un gouvernement infranational. Un gouvernement national peut enregistrer soit l'ensemble de son territoire comme zone de comptabilité nationale, soit une zone de comptabilité infranationale de moins de 2,5 millions d'hectares de forêt. Les limites d'une zone comptable infranationale doivent correspondre à une juridiction située au maximum à un niveau inférieur au niveau national et ou à un ou plusieurs territoires des peuples autochtones. L'enregistrement des zones comptables infranationales qui répondent aux critères d'éligibilité est autorisé jusqu'au 31 décembre 2030, date à laquelle tous les participants devront passer à la comptabilité nationale. Un gouvernement infranational défini comme étant au maximum un niveau administratif en dessous du niveau national peut également participer. Il doit enregistrer l'ensemble de sa juridiction et la zone doit atteindre le seuil de l'échelle TRIS, 2,5 millions d'hectares de zone forestière. Alors, TRIS propose des approches d'attribution de crédit pour la réduction d'émissions. L'un d'entre eux est le niveau de crédit TRIS,
qui permet aux participants de générer des crédits liés à la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts par rapport aux émissions moyennes des 5 années précédant la première année de crédit. Et l'autre approche pour les participants éligibles est le HFLD, optionnel pour les participants dont le score HFLD dépasse le seuil minimum. Nous discuterons de cette approche plus en détail dans la prochaine section. TREES propose également une troisième approche facultative pour créditer les absorptions résultant de la restauration des forêts et de la création de nouvelles forêts. Seuls les participants qui ont réduit leurs émissions dues à la déforestation et à la dégradation en dessous de leur niveau de crédit TREES peuvent utiliser cette approche pour créditer les absorptions. Bon, avant de passer aux exigences spécifiques de sauvegarde dans TREES, je veux bien faire une pause pour voir s'il y a des questions sur ce que nous avons couvert jusqu'au présent. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur la fonction de questions ou chat dans le webinaire. Donc, il y a une question. Merci, tu peux le lire. Merci. La question, ça dit, comment un pays qui participe au programme ART peut-il recevoir des paiements? Et puis, pour la réponse, lorsque les réductions d'émissions et les absorptions d'une juridiction sont vérifiées, le conseil d'administration d'ART examine et approuve l'émission de crédits carbonés dans les registres d'ART. La juridiction peut alors choisir comment elle souhaite recevoir des paiements pour son succès. Une option consiste à vendre les crédits et à les transférer à un acheteur ou à plusieurs acheteurs différents en échange d'un paiement. Les acheteurs peuvent être des entreprises privées, des courtiers ou des agents qui souhaitent revendre les crédits, voire d'autres pays qui ont besoin d'aide pour atteindre leur objectif de réduction des émissions. Une autre option consiste pour la juridiction à être payée pour ses performances. Dans cette approche, la juridiction recevrait des paiements pour les réductions et les suppressions, mais les retirerait plutôt que de les transférer. Cela empêche les crédits d'être réutilisés, mais signifie que les juridictions conservent leurs droits sur les crédits. Cette approche peut également être utilisée si, par exemple, un pays dispose d'une loi stipulant que personne ne possède les crédits de carbone, mais qu'il souhaite néanmoins être récompensé pour ses bonnes performances. Et ça, c'est la seule question que je vois. Merci beaucoup, Imbi. Oui, je crois qu'il n'y a pas de cette question. Alors, on va continuer. Bien. Dans la prochaine section, nous nous concentrerons sur la manière dont les garanties, les sauvegardes de TREES ont été élaborées et sur leur structure. TREES comprend des exigences et des procédures qui veillent à ce que les mesures de sauvegarde de Cancun soient prises en compte et respectées. Promouvoir l'alignement sur ce que le pays faisant déjà la façon dont les pays ont interprété les sauvegardes. Ne pas aller au-delà du champ d'application matériel des sauvegardes de Cancun. Clarifier les attentes sans prescrire d'approches ou de procédures afin de respecter l'autonomie des pays en matière de conception et de mise en œuvre. Et sont alignés sur les exigences actuelles de Cancun en matière de rapport et de sauvegarde dans le cadre
de Varsovie pour RED+. Nous avons conçu les exigences de manière à ce qu'elles soient conviviales pour les fournisseurs, permettant ainsi aux pays de s'appuyer sur leur système de sauvegarde nationaux basés sur Cancun, évitant aussi le développement de nouveaux systèmes de sauvegarde parallèles. Cela signifie que chaque participant abordera et respectera les mesures de sauvegarde par les biais des lois, des politiques et des procédures adaptées à sa situation. En conséquence, les différents participants démontreront leur conformité de différentes manières. Mais tous les thèmes et indicateurs TRIS seront respectés par tous les participants. Bien, TRIS décompose les sauvegardes de Cancun en 16 thèmes clés. En outre, pour pouvoir valider et vérifier la manière dont chaque juridiction aborde et respecte les sauvegardes, TRIS contient un indicateur de structure, des processus et des résultats pour chaque thème. Comme l'indique la norme de validation et de vérification TRIS, l'examen de la conformité aux mesures de sauvegarde est tout aussi important que l'examen de l'exactitude et de la comptabilisation du carbone. On va voir chaque type d'indicateur qu'on a. D'abord, on a l'indicateur des structures. Ces indicateurs démontrent que des dispositions de gouvernance pertinentes, par exemple des politiques, des lois et des dispositions institutionnelles, sont en place dans le pays ou dans les juridictions applicables pour garantir que la conception et la mise en œuvre des actions RED+ se font en conformité avec les thèmes de sauvegarde pertinents. Ces dispositions peuvent faire partie du cadre juridique national ou infranational ou peuvent être des dispositions spécifiques à la RED+. Nous n'exigeons pas que de nouvelles lois soient développées uniquement pour la RED+. Espérons à nouveau que les pays et les juridictions puissent s'appuyer sur les cadres existants. Dans certains cas, une juridiction peut cependant souhaiter ou devoir le faire. Pour l'indicateur de structure de tous les thèmes, les participants devront identifier les dispositions pertinentes et fournir un résumé de la manière dont chacune d'entre elles est pertinente pour leurs actions RED+. Les indicateurs de processus démontrent que des processus, procédures ou mécanismes appropriés sont en place pour mettre en œuvre et appliquer les dispositions décrites dans l'indicateur de structure. Pour l'indicateur de processus de tous les thèmes, les participants devront identifier les processus, procédures ou mécanismes pertinents, y compris les parties responsables, et fournir un résumé de la manière dont chacun d'eux est pertinent pour leurs actions RED+. Pour l'indicateur des résultats de tous les thèmes, les participants devront identifier et décrire les paramètres de suivi sélectionnés, y compris la définition d'un résultat positif, les méthodes de suivi à utiliser et un résumé des données collectées. Si l'analyse des données n'indique pas un résultat positif, il convient d'inclure une description de la manière dont les dispositions de gouvernance ou les processus, procédures ou mécanismes de soutien, alors les indicateurs de structure ou de processus, seront modifiés. TRIS ne spécifie pas de paramètres particuliers.
car les paramètres choisis doivent être adaptés aux circonstances de la juridiction concernée et non pas être choisis arbitrairement par ART. Il est également prévu que des changements dans la conception et l'application des indicateurs résultent de l'évaluation du suivi des résultats. Ceci est encouragé, mais doit être documenté afin que les changements et leurs raisons soient transparents. Au cours de la première période crédit, les participants doivent se conformer à tous les indicateurs de structure et de processus pour chaque thème de Cancun. En outre, ils doivent se conformer aux indicateurs de résultats ou fournir un plan pour s'y conformer. Dans les 5 ans suivants, leur adhésion au programme ART, les participants doivent démontrer qu'ils se conforment à tous les indicateurs. Aucun crédit ne sera accordé si la juridiction ne peut pas démontrer qu'elle se conforme aux mesures de sauvegarde. Si une juridiction choisit d'utiliser la période de retour en arrière et souhaite obtenir des crédits pour un maximum de 4 années avant de rejoindre ART, la conformité aux mesures de sauvegarde doit être démontrée par toutes ces années. Le respect et la prise en compte des sauvegardes s'inscrivent dans un long processus qui ne s'arrête jamais. En effet, chaque activité doit être développée en conformité avec les sauvegardes. Et les activités RAID comprennent les phases de conception, de mise en œuvre et de suivi. Les sauvegardes sont donc comme des principes qui doivent être respectés à chaque étape. Elles ne doivent pas être considérées comme quelque chose de statique et des systèmes doivent être mis en place pour contrôler et évaluer efficacement qu'elles sont prises en compte et respectées tout au long du processus. Étant donné que toutes les activités d'une juridiction ne se déroulent pas exactement au même moment et que certains processus peuvent prendre plus de temps que d'autres, on s'attend à ce que différentes activités se trouvent à différentes étapes à un moment donné. Par conséquent, différentes mesures de protection peuvent également être appliquées de manière appropriée à différents moments. Les participants rendent compte à l'ART de la manière dont ils se conforment aux sauvegardes par les B2. Les documents d'enregistrement et les rapports de contrôle qu'ils remettent avant chaque vérification. Les participants sont également tenus de soumettre un rapport de synthèse des informations à la Convention des changements climatiques et de disposer d'un système de communication des informations sur les sauvegardes. Ce système peut être un système numérique en ligne sophistiqué ou un système analogique plus simple où les informations se partageaient vers un lieu central afin d'évaluer et de développer le rapport. Les juridictions peuvent utiliser les modèles TRIS situés sur les sites web pour rendre compte des sauvegardes ou les juridictions peuvent faire référence à leur rapport de résumé d'informations qu'ils soumettent à la Convention des Nations Unies des changements climatiques. Dans certains cas, d'autres rapports peuvent également être acceptés pour démontrer la conformité aux mesures de sauvegarde TRIS. Notre objectif est de minimiser la quantité de travail qu'une juridiction doit effectuer. Cependant, la manière dont la juridiction répond aux exigences de chaque indicateur doit être claire. Les garanties et les exigences de TRIS s'appliquent de la même manière à tous les participants, qu'il s'agisse des gouvernements nationaux ou infranationaux. TRIS prévoit des exigences modifiées dans certains cas, notamment en ce qui concerne les exigences de la Convention en matière de rapport. Un gouvernement infranational ne peut pas établir directement. Les gouvernements infranationaux doivent,
démontrer la cohérence avec les programmes nationaux des sauvegardes s'ils existent, soumettre en résumé des informations sur les sauvegardes à l'entité gouvernementale nationale appropriée afin qu'ils soient utilisés dans les rapports actuels ou futurs au niveau national, et disposer d'un système de suivi approprié pour la sauvegarde des données. Faisons une nouvelle pause pour voir s'il y a des questions concernant l'encadrement des exigences en matière de sauvegarde avant de nous plonger dans les détails. Imbi, est-ce que tu vois une question de cette section? Donc oui, il y a une question. Ça dit, si un pays a déjà défini un ensemble d'indicateurs de sauvegarde dans le cadre de son programme national, doit-il tout refaire pour utiliser les indicateurs trees à la place? Donc pour la réponse, c'est une excellente question. Et puis notre réponse, c'est non. Nous voulons que les pays où les gouvernements infranationaux s'appuient sur ce qu'ils ont déjà. S'ils ont déjà des indicateurs de sauvegarde nationaux dans le cadre de leurs approches nationales des sauvegardes, le participant peut choisir de continuer à utiliser ses propres indicateurs. Toutefois, il devrait établir la relation entre les indicateurs trees et les indicateurs nationaux pour garantir l'équivalence matérielle et démontrer que tous les indicateurs de sauvegarde trees sont satisfaits par les indicateurs nationaux existants. Lorsqu'un indicateur trees n'est pas couvert par des indicateurs nationaux existants, le participant devra documenter la conformité avec les indicateurs trees. Et puis, c'est la seule question que je vois. Okay. Merci beaucoup. Alors, on va continuer avec la prochaine section. Bien, sauvegarde. Lors de la 16e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la COP16 en 2010, les pays ont convenu de 7 sauvegardes, également connues sous le nom de sauvegarde de Cancun. Toutes les activités REDD+ menées dans le cadre de TRIS doivent être conduites conformément à celle-ci. Ces sauvegardes sont des mesures visant à protéger ou à éviter les risques ou à ne pas nuire, tout en favorisant les avantages ou à faire du bien dans le cadre de la REDD+. Ces sauvegardes ou garanties couvrent les sujets suivants. Cohérence avec les objectifs des programmes forestiers nationaux et des accords internationaux. 2. Des structures de gouvernance forestière nationale transparentes et efficaces. C. Respect des connaissances et des droits des peuples autochtones et des membres des communautés locales. 2. Participation pleine et effective. Cohérence avec la conservation des forêts naturelles et de la diversité biologique. F. Action pour faire face au risque d'inversion. G. Action visant à réduire le déplacement des émissions. Les deux premiers thèmes proviennent de Cancun, de la sauvegarde de Cancun. Que les actions sont complémentaires ou cohérentes avec les objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents. Thème 1.1. Cohérence avec les objectifs des programmes forestiers nationaux. Et le thème 1.2, c'est la cohérence avec les objectifs des conventions et accords internationaux pertinents. J'aimerais me concentrer plus particulièrement sur le deuxième thème,
Lorsqu'un pays a ratifié ou autrement accepté officiellement une convention internationale pertinente, les exigences applicables de cet accord ou de cette convention doivent être décrites dans les documents TRIS. Et ces exigences s'appliquent à tous les autres thèmes comme indiqué. Dans certains cas, un pays peut ne pas avoir ratifié un accord, mais avoir adopté certaines dispositions dans son cadre juridique. Ces dispositions seraient également incluses dans la description des exigences. La sauvegarde BEU de Cancun est de cette structure de gouvernance forestière nationale transparente et efficace, tenant compte de la législation et de la souveraineté nationale. Ces éléments ont été décomposés en 4 thèmes dans TRIS. 2.1, respecter, protéger et réaliser les droits d'accès à l'information. 2.2, promouvoir la transparence et prévenir la corruption. 2.3, respecter, protéger et réaliser les droits fonciers. 2.4, respecter, protéger et assurer l'accès à la justice. Ce thème comprend plusieurs aspects que l'on nous demande souvent d'expliquer. Nous allons donc aborder chacun de plus en détail. Le premier thème que nous allons examiner de plus près est le thème 2.1 concernant l'accès à l'information. Notre indicateur de structure exige que le participant doit décrire les cadres national, infranational ou spécifique à la RED+, qui définit les procédures pour fournir des informations sur la conception, la mise en œuvre et le suivi des actions RED+. La prise en compte des thèmes des hommes et des jeunes hommes et femmes de tous les groupes de parties prenantes est encouragée. Le participant doit également identifier et résumer toute exigence pertinente concernant l'accès à l'information résultant de toute convention ou accord international que les participants ou son pays a ratifié ou autrement accepté. Dans certains cas, les exigences peuvent être différentes pour différents types d'activités ou pour différentes parties prenantes. Cela est approprié, mais les participants doivent identifier où et comme les exigences s'appliquent. L'indicateur des processus établis que les participants doivent décrire le programme, processus ou autres moyens permettant de garantir la mise en œuvre des procédures identifiées dans l'indicateur de structure conformément aux exigences identifiées. Qui en a la responsabilité? Comment sont-elles financées? Comment décide-t-il des informations et du format approprié? Ce sont toutes des considérations pour l'indicateur de processus. Et finalement, selon l'indicateur de résultat, les participants doivent définir et surveiller les paramètres permettant de démontrer que les intervenants concernés ont été informés de leurs droits d'accès à l'information et l'ont exercé conformément aux exigences identifiées dans l'indicateur de structure. Ensuite, abordons le thème 2.2 sur prévenir la corruption. Pour ce thème, le participant doit d'abord décrire les dispositions constitutionnelles, légales, politiques ou de gouvernance liées à des mesures telles que la gestion financière pour prévenir la corruption et promouvoir la transparence dans la mise en œuvre des actions RED+, et la distribution des bénéfices. Ces mesures peuvent être directement liées à RED+, ou faire partie d'autres cadres ou politiques applicables. Le participant doit également identifier et résumer toute exigence pertinente résultant de conventions ou d'accords internationaux pour que le participant ou le pays du participant a ratifié ou autrement accepté.
Là encore, si des exigences différentes s'appliquent à des lieux ou des activités différentes, il convient de l'expliquer. Puis, l'indicateur de processus établit que le participant doit décrire les procédures, processus ou autres moyens permettant de garantir que les mesures identifiées dans l'indicateur structurel sont mises en œuvre et que les exigences pertinentes identifiées seront respectées. Comme précédemment, il est important de documenter qui est responsable du processus et comment il dispose des ressources. Et finalement, selon l'indicateur de résultat, les participants doivent définir et suivre les paramètres permettant de démontrer que les bénéfices des RED+ ont été distribués de manière juste, transparente, équitable pour les deux, pour tous les participants et conformément aux exigences identifiées dans l'indicateur de structure. Le thème 2.3 est sur les droits fonciers et les droits sur les ressources. Le participant doit d'abord décrire les procédures de reconnaissance, d'inventaire, de cartographie et de sécurisation des droits fonciers et des ressources, coutumiers et statutaires, là où les actions RED+ sont mises en œuvre. Les droits de tenure ainsi que les droits d'accès et d'utilisation des terres et des ressources doivent être pris en compte. Ces procédures peuvent être directement liées à la RED+ ou faire partie d'autres cadres ou politiques applicables. Le participant doit également identifier et résumer toute exigence pertinente résultant des conventions ou d'accords internationaux que les participants ou son pays a ratifiés ou autrement acceptés. Selon un modèle que vous commencez à reconnaître, j'en suis sûr, si différents processus ou exigences sont applicables dans différents cas, ceux-ci doivent être clairement expliqués. L'indicateur de processus établit que le participant doit décrire le processus ou autres moyens permettant de garantir que les procédures identifiées dans l'indicateur de structure sont mises en œuvre et que toute exigence supplémentaire pertinente, identifiée et respectée. À la fin, l'indicateur de résultat exige à les participants de définir et suivre des paramètres pour démontrer qu'aucune réinstallation involontaire n'a eu lieu et que toute réinstallation a eu lieu avec le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones et des communautés locales ou équivalents concernant. Des paramètres doivent également être définis et suivis pour démontrer que les parties prenantes ont eu accès, utilisent et contrôlent les terres et les ressources conformément aux exigences identifiées dans les indicateurs structurels et des processus. Il convient de noter que TRIS n'exige pas que tous les litiges relatifs aux droits fonciers ou aux droits sur les ressources soient réglés avant l'émission de tout crédit TRIS. Cependant, les activités RED+ doivent être développées dans le respect des droits fonciers et des droits sur les ressources. En outre, TRIS prévoit une exigence connexe selon laquelle la propriété claire des crédits ou les droits aux bénéfices des crédits doit être démontrée avant la délivrance des crédits. Si des sont en litige, les crédits associés à cette terre seront soustraits et ne seront pas délivrés tant que le litige n'aura pas été résolu. Dans certains cas, il se peut qu'il n'y ait pas vraiment de différence, mais peut-être que les négociations sur les accords de partage des bénéfices n'ont pas encore été achevées et que le gouvernement ne peut pas démontrer ses droits sur les crédits en conséquence. Cette situation est également acceptable. Ces crédits ne seront pas délivrés tant que l'accord n'aura pas été finalisé et qu'il n'aura pas été vérifié qu'il a été développé en accord avec les sauvegardes.
Lorsque l'accord sera achevé, les crédits historiques pourront être inclus dans la prochaine vérification. On voit le thème de l'accès à la justice. Selon l'indicateur de structure, les participants doivent décrire les procédures judiciaires ou administratives qui sont en place pour garantir un accès non discriminatoire et non prohibitif en termes de coûts aux mécanismes de résolution des conflits tous les niveaux pertinents. Les procédures gouvernementales formelles peuvent être prises en compte, mais les mécanismes alternatifs locaux de résolution des conflits peuvent également être décrits. Le participant doit également identifier et résumer toute exigence pertinente résultant des conventions ou d'accords internationaux que les participants ou les pays du participant a ratifiés ou autrement acceptés. Et l'indicateur de processus nous demande que le participant doit décrire le processus ou autre moyen permettant de garantir que les procédures décrites dans l'indicateur de structure ont été mises en œuvre tout au long de la conception, la mise en œuvre et suivi des actions RED+. Et finalement, l'indicateur de résultat établit que les participants doit définir et suivre les paramètres permettant de démontrer que les différents et les revendications concurrentes ont été résolus et que des recours et des remèdes efficaces et culturellement appropriés ont été fournis lorsqu'il y a eu une violation des droits, une greffe, un différend ou une revendication liée à la mise en œuvre des actions RED+. Maintenant, on va voir notre sauvegarde. La sauvegarde de Cancun est le respect des connaissances et des droits des peuples autochtones et des membres des communautés locales en tenant compte des obligations internationales pertinentes, des circonstances et des lois nationales, et notons que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Chris a décortiqué cette sauvegarde en 3 thèmes. Le premier est identifier les peuples autochtones et les communautés locales ou équivalentes. Le deuxième, respecter et protéger les connaissances traditionnelles. Le troisième, qui est respecter, protéger et réaliser les droits des peuples autochtones et de communautés locales ou équivalents. J'espère que l'examen détaillé de chacun des indicateurs pour les 4 thèmes précédents vous aidera à mieux comprendre les indicateurs. Je ne vais pas entrer dans ce niveau de détail pour tous les thèmes restants, mais nous allons en souligner quelques-uns pour votre considération. Pour le thème 3.3, le participant doit d'abord décrire comment les cadres juridiques ou d'autres politiques définissent des procédures ou des processus pour reconnaître, respecter et protéger les droits des peuples autochtones et des communautés locales. En pratique, cela peut signifier que le participant résume toute législation concernant les droits de propriété intellectuelle. Le participant doit ensuite décrire les moyens permettant de garantir que les processus ou procédures décrits dans l'indicateur structurel sont mises en œuvre tout au long de la conception et de la mise en œuvre des actions RED+. Enfin, le participant doit définir et suivre des paramètres permettant de démontrer que les droits des peuples autochtones et des communautés locales ont été reconnus, respectés et protégés lors de la conception et de la mise en œuvre des actions RED+. Un exemple simple des paramètres qui pourraient être utilisés pour évaluer cela est le nombre de greffes
déposées dans le cadre des processus de résolution des litiges décrits dans notre thème précédent. La sauvegarde 2 est que la participation pleine et effective des parties prenantes concernées, en particulier les peuples autochtones et les communautés locales, aux actions visées au paragraphe 70 et 72 de la décision 1 de la COP6. Ces thèmes garantissent que tous les parties prenantes, y compris les propriétés foncières privées, les propriétés des projets, les peuples autochtones et communautés locales et autres, participent à la conception, à la mise en œuvre et aussi et au suivi des activités RED+. Les indicateurs exigent leur participation à chaque étape, y compris lors de l'évaluation du succès des programmes et de la collecte des données, ce qui offre des possibilités supplémentaires de contribution et de retour d'informations. Les deux thèmes sont respecter, protéger et réaliser les droits de toutes les parties prenantes à participer pleinement et efficacement à la conception et à la mise en œuvre des actions RED+. Et le deuxième, c'est promouvoir des procédures participatives adéquates pour une participation significative des peuples autochtones et des communautés locales ou équivalents. Il est souvent suggéré que nous exigeons seulement que les peuples autochtones et communautés locales, que les autres parties prenantes, aient une voix dans les phases initiales de la planification RED+. Et ceci est incorrect. Selon les thèmes 4.2, les participants ART doivent démontrer que la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation des actions RED+, ont été, les cas échéants, entreprises avec la participation des peuples autochtones et des communautés locales. Bien qu'il s'agisse d'une sauvegarde importante, cette exigence contribue également à assurer la durabilité et le succès global du programme RED+. Pour le thème 4.1, l'indicateur de sûreté exige que les participants décrivent comment le cadre juridique ou les politiques définissent des procédures qui reconnaissent, respectent et protègent les droits des parties prenantes concernées, participer pleinement et efficacement à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des actions RED+. Ces procédures doivent inclure des moyens d'identifier toutes les parties prenantes pertinentes, qui peuvent inclure, par exemple, d'autres agences gouvernementales, des propriétaires fonciers privés, des développeurs de projets de compensation, des communautés locales, des peuples autochtones. Les procédures doivent également prendre en compte l'égalité des sexes et les groupes potentiellement vulnérables, tels que les jeunes et les personnes âgées. Les procédures visant à garantir l'accès aux mécanismes de recours doivent être alignées sur les procédures du thème 2.4. Pour l'indicateur de processus, les participants doivent décrire le processus ou autres moyens permettant de garantir que les procédures décrites dans l'indicateur de sûreté sont mises en œuvre. Enfin, pour l'indicateur des résultats, les participants doivent définir et suivre les paramètres permettant de démontrer que les parties prenantes concernées ont participé pleinement et efficacement à la conception et à la mise en œuvre des actions RED+. Cela pourra inclure, par exemple, la mesure et le suivi du niveau de participation des groupes de parties prenantes marginalisés. La sauvegarde, exige que les actions soient compatibles avec la conservation des forêts naturelles et de la diversité biologique, en veillant à ce que les actions RED+ ne soient pas utilisées pour la conversion des forêts naturelles, mais qu'elles servent plutôt à encourager la protection et la conservation des forêts naturelles et de leurs services écosystémiques, et à améliorer d'autres avantages sociaux et environnementaux. La thème de trees sont la non-conversion des forêts naturelles et autres écosystèmes naturels,
protéger les forêts naturelles et les autres écosystèmes naturels, la diversité biologique et les services écosystémiques. Et finalement l'amélioration des avantages sociaux et environnementaux. Nous n'examinerons pas en détail les indicateurs de ces dernières, car ils sont assez simples. Cependant, j'aimerais noter que l'approche d'attribution des crédits d'absorption comprend également des dispositions visant à protéger contre la conversion des forêts naturelles et d'autres écosystèmes naturels, en ce sens que les terres sont admissibles à l'attribution des crédits d'absorption à moins qu'elles aient été non forestières pendant 5 ans. J'aimerais également souligner le thème 5.3 où tu demandes aux participants d'aller au-delà de la notion de préjudice net et d'identifier la priorité pour l'amélioration des avantages sociaux et environnementaux auxquels les actions REDD+ prévues peuvent contribuer. Par exemple, des liens pourraient être établis entre les activités REDD+ et les objectifs de développement durable d'un pays. C'est ici que les participants sont en mesure de définir et de suivre les co-bénéfices résultants de leur programme et les avantages sociaux et environnementaux positifs. Les garanties F et G sont liées à d'autres sections des normes et exigent des participants qu'ils évaluent les risques d'inversion et de fuite et qu'ils prennent les mesures d'atténuation appropriées. On nous demande souvent si nous exigeons une planification de l'atténuation des fuites et des inversions, et la réponse est oui. Nous l'exigeons dans le cadre de ces sauvegardes. Certains sujets ne font pas explicitement partie des sauvegardes de Cancun, et ils s'appliquent à tous les thèmes, de sorte qu'ils n'ont pas de thème spécifique à part entière dans TRIS. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne sont pas importants. Par exemple, les participants doivent respecter, promouvoir et prendre en compte les principes d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes lors de la mise en œuvre des actions REDD+. Ainsi, les considérations de genre doivent être prises en compte lors de l'examen du respect et l'établissement des rapports sur l'ensemble de sauvegardes. De même, TRIS ne donne pas d'indications détaillées sur le processus relatif au consentement libre, préalable et éclairé. Il doit être réalisé conformément aux meilleures pratiques et aux dispositions du cadre juridique et des accords et conventions internationaux pertinents. Les participants doivent définir la manière dont le processus de consentement se déroule et documenter sa mise en œuvre et ses résultats dans les rapports de garantie ou de sauvegarde. TRIS ne précise pas les dispositions à prendre en matière de partage des bénéfices, car nous estimons qu'il est du droit de chaque partie prenante de négocier les conditions qui lui conviennent le mieux, plutôt que de parler en leur nom et d'exiger certaines choses. Toutefois, nos mesures de protection comprennent de nombreux éléments visant à garantir le processus utilisé pour les négociations est transparent, équitable, participatif et respectueux des droits de toutes les parties prenantes concernées, et que les accords qui en résultent sont honorés et mis en œuvre. Il existe de multiples options pour convenir avec toutes les parties prenantes concernées de la répartition des bénéfices. Les plus courants sont les suivants. Première option, le gouvernement transfère le crédit TRIS à l'acteur une fois qu'ils ont été émis par ART. Dans ce cas, la partie prenante devra ouvrir un compte dans le registre ART. L'administration transférera les crédits TRIS à l'intervenant afin que celui-ci puisse les vendre là où cela lui convient le mieux. Deuxième option,
L'intervenant reçoit une part convenue de l'argent provenant de la vente des créditrices par la juridiction à un ou plusieurs acheteurs. Troisième option, la partie prenante reçoit des paiements pour des services environnementaux ou d'autres incitations financières non liées au crédit carbone, comme décidé lors de la construction des accords de partage des bénéfices. La quatrième option est que la partie prenante reçoit des bénéfices non monétaires tels que des titres fonciers, des infrastructures ou autres. Il est important de noter qu'une juridiction peut également convenir d'une combinaison de ces options pour répondre aux intérêts spécifiques de tous les groupes concernés. D'autres options, si elles sont acceptées, sont également autorisées à condition que le processus d'acceptation respecte les garanties. Bien, bon, nous avons couvert beaucoup d'informations. Nous allons donc nous arrêter ici pour répondre aux questions avant de passer à la discussion sur le processus de validation et de vérification. Je vais voir ici, est-ce qu'il y en a des questions? Alors, seulement un moment. Okay. On nous demande qu'est-ce qui se passe si un pays n'a pas les 100% des droits de carbone dans son territoire. Dans ces cas, comme on avait expliqué, le pays n'a pas besoin d'avoir le 100% des droits. S'il a que 60% ou 80% et les autres territoires ou une partie de son territoire, il n'a pas réussi à une négociation sur les droits. Ce qui se passe, c'est que ART seulement va générer la quantité de crédit que le pays a les droits et les autres vont rester sans être émises jusqu'à un accord soit finalisé ou sinon simplement ces crédits seront pas générés dans le registre de ART. Est-ce qu'il y en a une autre question? Non, je ne crois pas. OK, alors on va continuer pour bientôt finaliser. Notre dernier sujet porte sur la manière dont les mesures de protection sont validées et vérifiées dans le cadre de l'ART. En plus des consultations obligatoires que les participants doivent mener pour respecter les garanties, l'ART publie tous les documents, la note de concept, les documents d'enregistrement, le rapport de suivi et reçoit les commentaires des parties intéressées. Tous les commentaires reçus sont remis à l'organisme de vérification pour être examinés et avec les participants. L'organisme de vérification utilisera les commentaires reçus pour aider à identifier les domaines nécessitant une attention supplémentaire et pour développer des lignes de questions et des preuves qu'il pourrait rechercher. Le cas échéant, il exigera une réponse du participant concernant les commentaires et évaluera ensuite la réponse du participant à l'ART. Les commentaires du public constituent une étape importante du processus. Nous encourageons toutes les organisations à soumettre des commentaires. Les commentaires reçus dans les 30 jours suivant la publication des documents dans le registre ART contribueront à informer le processus d'audit dès le début.
mais nous accepterons les commentaires tout au long du processus tant que l'audit restera actif et permettra de les intégrer. Si vous préférez soumettre vos commentaires de manière anonyme ou si vous avez des difficultés à les soumettre par voie électronique, nous serons heureux de vous aider. Nous acceptons également les commentaires dans n'importe quelle langue. TRIS exige que la validation ait lieu après la première année de chaque période de crédit de 5 ans et que la vérification ait lieu après les années 1, 3 et 5 de chaque période crédit. La vérification sera facultative après les années 2 et 4 de chaque période crédit. Toutefois, aucun crédit ne sera délivré sans vérification. Chaque juridiction participante doit engager un organisme de vérification pour effectuer une vérification externe de tous les résultats qui ont été déclarés par les participants, y compris les éléments de surveillance du carbone et les mesures de protection. Les validations et les vérifications sont effectuées conformément à la norme de validation et de vérification TRIS. Les organismes de validation et de vérification sont des entités indépendantes qui doivent être accréditées par une organisation de l'International Accreditation Forum et doivent être un organisme de vérification approuvé sous ART. La conformité aux sauvegardes est examinée lors de la validation de la vérification. Ces processus nécessitent d'examiner les preuves, d'interroger les parties prenantes et de disposer de suffisamment d'éléments pour évaluer comment l'ensemble de l'initiative RED+ a abordé et respecté les sauvegardes de Cancun. Okay. Alors, que vérifier un vérificateur? Pour commencer, les auditeurs vérifient si les informations contenues dans les rapports montrent que le participant satisfait à toutes les exigences de TRIS. Il est important que les administrations soient aussi claires que possible dans les documents expliquant comment chaque indicateur de sauvegarde est respecté. Cela permettra à la validation et à la vérification d'être aussi efficaces que possible. Les auditeurs confirment que les informations présentées sont complétées et correctes en examinant les preuves et en menant des entretiens avec de nombreuses parties prenantes différentes. Bien, lorsqu'un auditeur entame le processus, il n'a généralement accès qu'aux documents soumis, à certains documents justificatifs initiaux fournis par les participants et à tous les commentaires publics qui ont été soumis au secrétariat. Sur cette base, il procède à une évaluation initiale des risques afin de décider des domaines sur lesquels il faut se concentrer le plus pour commencer. Pour être clair, tous les domaines sont évalués à un certain niveau. Cependant, ils peuvent décider d'examiner de plus près les domaines pour lesquels les informations ne sont pas claires, les domaines qui ont un impact significatif sur les résultats ou les domaines identifiés dans les commentaires des parties prenantes concernant ce qui a bien fonctionné et ce qui les préoccupe. Les entretiens initiaux sont généralement choisis au hasard afin de refléter les parties prenantes impliquées de différentes manières dans différents processus. Le fait de sélectionner des individus ou des groupes au hasard permet de s'assurer qu'il n'y a pas de biais dans les personnes sélectionnées pour être interrogées. Si possible, les auditeurs essayent généralement de s'entretenir avec des personnes différentes, même s'ils appartiennent à la même organisation, à chaque fois qu'ils effectuent un audit afin de continuer à recueillir le plus grand nombre d'expériences possibles. Le plan d'audit est constamment mis à jour pour refléter les nouvelles informations obtenues et de nouvelles preuves et entretiens sont demandés.
Les preuves spécifiques demandées par un auditeur dépendront des activités et des informations pour cette juridiction. Il y aura une énorme quantité d'informations examinées et retracées. Exemple de preuves carbone sont les feuilles manuscrites des collègues de données forestières, images et analyses de télédétection, procédures de formation des employés et d'examen de leur travail. Exemple de preuves de sauvegarde sont documents de consultation, feuilles de marchement et procès-verbaux de réunion. Documents relatifs au régime foncier, au processus titrage. Comme vous pouvez l'imaginer, une quantité importante de travail est nécessaire pour achever la validation et la vérification conformément aux exigences de l'art. Nous estimons qu'il s'agit d'une étape importante pour garantir le respect des exigences de TRIS, y compris les mesures de protection. Le secrétariat ART effectue de nombreux contrôles au cours du processus afin de s'assurer que l'organisme de vérification respecte les exigences de la norme de validation et de vérification TRIS. Les membres du secrétariat ART observeront les auditeurs pendant le processus d'audit. Le secrétariat ART examine également les rapports préparés par l'organisme de vérification. Il s'agit de documents assez détaillés puisqu'ils comprennent des listes de tous les probes examinées, de tous les entretiens menés, des raisons pour lesquelles l'organisme estime que les participants satisfaits aux exigences. Il est important pour nous que ces rapports soient très transparents. Le conseil d'administration d'ART examine également toutes les informations avant d'approuver la délivrance de crédits dans le cadre d'ART. Cela inclut l'examen du document de enregistrement final, du rapport de suivi, des commentaires du public reçus et des rapports de validation et de vérification des auditeurs. Le conseil peut également demander des informations supplémentaires ou identifier des sujets de préoccupation qui doivent être traités avant que le processus ne soit achevé. Bien, bon, merci beaucoup de votre attention. Ceci termine ce que nous avons préparé pour vous aujourd'hui. Merci encore à tous et nous allons maintenant ouvrir le webinaire pour recevoir vos questions écrites. Pour rappel, l'enregistrement de ce webinaire sera publié sur le site web et si nous n'avons pas le temps de répondre à vos questions lors du webinaire, nous vous contacterons par courrier électronique. Avec ça, Imbi, si tu vois quelques questions. Oui, donc il y a plusieurs questions. La première, c'est que se passe-t-il si un auditeur constate qu'un participant ne satisfait pas entièrement un indicateur? S'il s'avère qu'un participant ne respecte pas une exigence de TRIS, l'auditeur émet une constatation. Le participant a alors la possibilité de prendre des mesures correctives pour régler le problème et des mesures préventatives pour éviter qu'il ne se reproduise pas, en fonction du problème spécifique, il est possible que la correction du problème nécessite du temps et des ressources. Pour la deuxième question, ça dit pourquoi ne pas exiger des vérifications plus fréquemment, soit au début d'un programme, soit par exemple tous les 6 mois. Donc, tout d'abord, il est important de se rappeler qu'un programme RED+ est généralement un processus très complexe qui peut prendre des années pour être entièrement conclu, consulté, mis en œuvre et suivi. Pendant ce temps, les juridictions peuvent être en train d'élaborer des stratégies nationales RED+, de modifier ou d'améliorer les politiques et de conclure des accords avec de multiples parties prenantes.
Donc, si vous vous souvenez de notre discussion précédente, la vérification d'un programme GIS porte sur 2 points. La première point, les informations présentées dans la documentation sont-elles conformées aux exigences de la norme et sont-elles correctes? Ainsi, tant que le travail et la surveillance n'ont pas été effectués en quantité suffisante pour que les rapports sommaires puissent être élaborés, il n'est pas possible de procéder à une vérification formelle. Il est même difficile d'effectuer des contrôles intermédiaires car il se peut que suffisamment de processus n'aient pas encore été achevés. Par exemple, il se peut que seulement la première consultation pour un plan d'activité ait été menée, mais la deuxième ou la troisième. Si vous effectuez un contrôle à ce moment-là, vous constaterez probablement que l'accord n'a pas été atteint et que les gens ne sont pas encore satisfaits du processus. Mais cela ne signifie pas que le processus ne fonctionne pas et pourrait présenter une image négative lorsque cela n'est pas approprié. Pardon. La vérification est donc généralement effectuée à certains intervalles afin de laisser suffisamment de temps s'écouler pour pouvoir effectuer des contrôles significatifs. Étant donné que les vérifications auront lieu tous les ans ou tous les 2 ans, la conception, la mise en œuvre, le suivi et les rapports en cours seront constamment contrôlés. Donc, ça, c'est toutes les questions que je vois. Merci beaucoup, MB. Avec ça, on ferme notre webinaire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et n'hésitez pas, s'il vous plaît, de nous contacter pour quelques autres questions que vous avez. Bonne journée à tous.